On va démarrer cette session. Je vais d'abord me présenter rapidement. Alors, tout d'abord, merci de votre présence. Je rayonne, ouais. Je rayonne rouge. Merci de votre présence et de cette inscription. En fait, j'avais demandé sur LinkedIn la semaine dernière si ça intéressait du monde. Eh bien, visiblement, c'est le cas. Donc, c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours. Donc, c'est vrai que le blitzscaling, c'est un sujet plutôt émergent et intéressant. Alors, je ne suis pas expert sur le sujet, c'est ce que je vais vous partager aussi. Par contre, c'est vrai que ça fait un petit moment que je scrute un peu la littérature sur le sujet et puis les podcasts et les YouTube. Mais globalement, c'est un sujet très intéressant et c'est pour ça qu'il me semblait important de vous le partager. Je me présente rapidement. En fait, j'ai deux casquettes. Une casquette depuis un an d'entrepreneur avec trois co-associés. On a créé Involved, qui vise à améliorer la réputation des artisans et plus précisément des PME. Donc, c'est une plateforme qui améliore la communication transactionnelle, mais aussi qui permet d'avoir une meilleure satisfaction client. Donc, c'est une plateforme développée en Bootstrap. Donc, on va parler un peu du bootstrapping en fin de séance et on va le comparer avec le blitzscaling. J'ai une autre casquette qui est plus sur du conseil, tout simplement. Donc, c'est un peu mon job historique. Donc, je suis à peu près à 50-50 sur les deux activités et sur le coaching. Et c'est à la fois sur de l'agilité, mais de moins en moins et de plus en plus sur de l'innovation. Donc, dans plutôt des grandes entreprises, mais aussi des startups toulousaines, mais un petit peu parisiennes. Et dans ce cadre-là, on aborde souvent la problématique d'innovation, produit ou business model. Voilà, donc ma boîte de conseil s'appelle Culture Startup. Alors, voilà ce qu'on va voir dans cette heure. Tout d'abord, on va se poser la question, mais pourquoi l'hypercroissance? C'est vrai que c'est un sujet légitime aujourd'hui. On va essayer d'identifier, en fait, on va aborder la notion de traction. On va voir que c'est un sujet très important. Est-ce que le blitzscaling s'applique uniquement aux tech, enfin aux startups digitales, hein, on va dire? Donc, on va répondre à cette question. Ensuite, on va rentrer vraiment dans le sujet et on va comprendre que le blitzscaling, c'est dominer le marché par la vitesse. Donc, on va voir comment ça se passe. Ensuite, on va essayer de mettre le bootstrapping à côté du blitzscaling et on va essayer de voir mais en quoi ça les oppose. Et enfin, on va essayer de se poser la question, mais c'est bon ou c'est mauvais le blitzscaling? Et on va aussi parler très rapidement, en fait, on parle d'hypercroissance alors que de plus en plus de sujets abordent la décroissance sur le développement durable. Hein. Donc, on pourrait ouvrir juste le débat. On ne va pas répondre aux questions, bien sûr, parce que sinon... Voilà, mais ça reste un point important pour le blitzscaling. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. On va essayer d'aller assez vite. On a 1 heure, donc... c'est vrai que j'ai quelques slides, donc ça va enchaîner. Voilà, mais la vidéo sera disponible en replay et on aura aussi, vous aurez les slides sans souci. Je regarde si, voilà, donc on démarre. Donc pourquoi parler du blitzscaling aujourd'hui? Alors je vais juste démarrer par une petite expérience personnelle. Quand j'étais à Lille à Decathlon, dans l'équipe de coach et notamment en équipe mobile iOS, on travaillait sur le développement d'une application mobile et donc on suivait de près les développements du SDK iOS qui s'appelait à l'époque Phone OS. Donc pour ma part, je m'essayais à faire du développement sur mobile. Et en 2009, en suivant l'actualité et notamment la conf de dev d'Apple, il y a eu l'annonce
d'une nouvelle version de l'OS qui permettait le multitasking, donc le multitâche. Donc en gros, de faire tourner une application en arrière-plan. Ça a été annoncé fin 2009. Et donc, comme j'étais à Decathlon et à Lille, il y a un problème, c'est entre l'Est et l'Ouest, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de bouchons, comme dans toutes les grosses villes. Et donc, j'ai passé pas mal de temps dans les bouchons pour aller au travail. Et donc, comme on a le temps de réfléchir dans ces cas-là, eh bien, je me suis posé la question, mais pourquoi ne pas utiliser le multitasking et notamment la possibilité d'être géolocalisé pour mémoriser la position des véhicules et donc identifier des bouchons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, aucun acteur du numérique n'était présent. Donc c'est juste en 2009, hein, c'est récent. Les bouchons, c'était juste une radio quasiment qui vous disait où se trouvaient les bouchons. Du coup, j'ai développé une appli. Alors, l'appli, je l'ai distribuée en mars 2010, qui s'appelait Traffic Wave. Donc, ça a plutôt bien marché parce que comme j'étais tout seul à développer, ça a été assez vite. Et en fait, à partir du moment où Apple a ouvert le multitasking, en fait, ça a été possible de faire ce genre d'application. Donc, c'est vrai que je me suis retrouvé en fait le premier à pouvoir développer ce genre d'appli. Ça a plutôt bien fonctionné, bien sûr, j'étais seul. J'ai quand même eu 2 co-développeurs qui ont aidé au projet. Globalement, à 3, petit à petit, on a pu développer quelque chose. L'application a bien fonctionné, donc en mars, on commençait à avoir des premiers utilisateurs. Ça commençait à être pas mal. Il y a eu un petit buzz sur la presse spécialisée, on va dire. Et donc, j'étais très content. En mois de mars 2010, j'avais des premiers utilisateurs. Bien sûr, l'histoire c'est un peu tourné pas comme je le souhaitais, c'est-à-dire ça a été un peu plus compliqué que prévu. Et en fait, quelques mois plus tard, est arrivé Waze. Donc, il y a un article ici de Mac+ qui explique que, bah oui, l'application Traffic Wave est très bien, mais il y a Waze qui arrive aujourd'hui. En fait, Waze, en regardant un peu ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après cette ouverture du multitasking, en gros, ils étaient déjà mondialement connus. En fait, ils se sont fait racheter plus tard. Waze a, en quelques mois, en fait, atteint plusieurs millions d'utilisateurs. Et en fait, ça a été une vraie surprise. C'est-à-dire que techniquement, c'était impossible d'utiliser la géolocalisation en arrière-plan avant fin 2019. Et globalement, fin 2010, il y avait déjà 3 millions d'utilisateurs. Donc ça a été un point intéressant et j'ai bien sûr essayé de comprendre comment ça a été possible. 3 millions d'utilisateurs en un an pour une start-up qui démarrait. Alors, Waze existait déjà, mais pas sur mobile et ils n'étaient pas développés de la même manière. Mais globalement, la croissance s'est faite vraiment entre début 2010 et fin 2010. Et en un an, ils ont acquis 3 millions d'utilisateurs. Waze a été une entreprise qui a été effectivement, qui a utilisé les principes du blitzscaling. Alors, du coup, pourquoi ce sujet pour ma part, c'est aussi une curiosité, donc comprendre comment des entreprises ont pu se développer si rapidement. Mais il y a aussi un autre constat. On parle beaucoup des GAFAM et de leur position aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui sont de la région toulousaine, il y a eu les affiches il y a 2 ans, là, en Occitanie, au lieu d'acheter en ligne, j'achète dans ma zone. Et en fait, ce genre de positionnement et de décalage, on va dire, me pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que est-ce que les GAFAM, c'est quelque chose qui pose problème? Mais en même temps, est-ce que la solution, c'est de dire arrêtez d'aller sur ces plateformes? Donc, c'est pas évident. Je pense que la meilleure solution pour essayer d'avoir des réponses, c'est de comprendre comment ça se passe. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si vous connaissez Petite Poussette, hein, rapidement.
c'est aussi que les enjeux aujourd'hui sont tellement complexes et radicaux et disruptifs qu'au final, ce que proposait Michel Serres, c'est qu'effectivement, il faut essayer de comprendre et de collaborer, essayer de comprendre globalement. Donc, entre ces deux visions de la publicité Occitanie et puis Michel Serres, qui est très positif dans ce débat, eh bien, il y a peut-être un juste milieu d'essayer de comprendre est-ce que tout ça est bon au final et est-ce qu'on est sur quelque chose d'intéressant. Voilà, donc il y a des impacts sur le blitzscaling qui est important et qu'il faut essayer de comprendre. C'est ce que j'ai essayé de faire et c'est pour ça que tout ça m'intéresse. Alors, ce webinaire, l'objectif, c'est pas de vous convaincre d'utiliser le blitzscaling, mais plutôt de comprendre ce modèle émergent et au final qui a posé des briques importantes aujourd'hui. Voilà, donc je ne suis pas forcément partisan, en tout cas personnellement, du blitzscaling, ou même défavorisé. Enfin, non. En fait, j'essaie juste de comprendre et c'est ce que j'essaie de vous partager. Alors, à qui s'adresse et pour qui est adressé le blitzscaling? Essentiellement, ça s'adresse aux entrepreneurs, bien évidemment, mais pas seulement, ça s'adresse aussi aux CEO, c'est-à-dire aux entreprises voilà, qui peuvent être déjà établies, aux directeurs de l'innovation. Et en fait, on va le voir, c'est que le blitzscaling ne s'applique pas forcément uniquement aux startups. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, ça peut s'adresser aux mentors de startups. Il y a toute personne curieuse du développement des startups qui sont aujourd'hui en quasi-monopole. Alors, comme je le disais, ça ne s'adresse pas forcément aux startups, mais aussi aux entreprises établies, legacy. Ça ne s'adresse pas forcément uniquement au digital, on va le voir aussi, mais aussi aux entreprises qui exploitent des produits et qui vendent des produits physiques ou d'une manière, on va dire, réelle. Ça ne s'adresse pas forcément aux entreprises qui sont dites non scalables, ça s'adresse aussi à elles. Et on va le voir que ça dépend comment on voit la chose. Voilà, donc ça, c'est déjà les premiers points importants sur le blitzscaling, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le stéréotype le blitzscaling est uniquement adressé en fait aux startups qui cherchent à avoir une croissance uniquement dans le numérique. Alors, par contre, le blitzscaling, ce n'est pas pour les projets, les produits ou les entreprises dont la volonté n'est pas de se développer davantage, ce qui peut être le cas. C'est-à-dire, le blitzscaling, il y a quand même une recherche pour aller chercher le monopole et être leader. Donc, si la volonté n'est pas de se positionner en leader, le blitzscaling n'a pas forcément de sens par rapport à ça. Donc ça, c'est important. Voilà, alors, qu'est-ce que le blitzscaling? En fait, c'est tout simplement un livre qu'a écrit Reid Hoffman. Globalement, le terme, je vais l'expliquer, blitz et scaling, mais il faut d'abord comprendre qui est l'auteur de cet ouvrage. C'est une personne qui a fait ses études à Stanford, qui est passée par Apple, qui a été vice-président de PayPal, qui a été cofondateur de LinkedIn. Et aujourd'hui, il est en fait CEO du capital risque Greylock. C'est l'une des personnes les plus influentes aujourd'hui aux US. Il est en lien avec toutes les personnes qui sont les plus influentes aujourd'hui aux États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une personne qui a aussi participé notamment à PayPal et à LinkedIn, à l'émergence de ces entreprises. Et donc, il était au cœur de ces projets. Donc, c'est quand même intéressant de savoir, d'avoir son point de vue. Alors, ce qui est intéressant avec Reid Hoffman, c'est que récemment, en 2016, il a essayé de partager toute cette perspective, notamment avec son livre, Blitzscaling, mais aussi avec des vidéos, des cours qu'il a donnés à Stanford. Donc, en fait, il y a des vidéos, il y en a à peu près une dizaine, bien sûr super intéressantes,
sur le site de Greylock, qui sont tout simplement ces cours de Stanford. Et il a mis à disposition aussi un podcast et aussi les slides qui sont partagés. Et comme c'est une personne qui connaît beaucoup de monde, durant ses cours, il a invité les CEO les plus influents aujourd'hui de ces tech compagnies notamment. Donc, bien entendu, c'est très intéressant et ça permet de comprendre pas mal de choses. Donc, au final, cette personne a le mérite aujourd'hui de pouvoir comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui à l'intérieur de la Silicon Valley et de ces entreprises. Donc voilà, au-delà des storytelling traditionnels et puis des pitchs qu'on a l'habitude d'entendre, ça permet aussi d'avoir la réalité et peut-être un peu radical, hein, ça fait un peu froid dans le dos, la manière dont ces entreprises se développent, on va le voir, hein, mais globalement, ça permet aussi d'avoir une vue concrète. Bien sûr, Reid Hoffman est plutôt partisan aussi de ces démarches et on va essayer de montrer ses arguments. Enfin, je vais vous partager ces arguments. Alors, que veut dire blitzscaling? C'est une... oui, alors SV, ça veut dire Silicon Valley, pardon. Blitzscaling, c'est l'hypercroissance massive et durable. Alors, pourquoi blitz scaling? Donc, globalement, blitz, ça vient de l'allemand et ça veut dire un éclair. Mais plus précisément, ça vient de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Donc, ça, Reid Hoffman, il en parle d'ailleurs. C'est pas forcément ça nous rappelle des mauvaises choses. Mais globalement, le blitz, ça a été une technique, une stratégie offensive de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale exercée par les Allemands. Et en fait, globalement, tout simplement, ça a été d'une manière éclair de se rendre sur un territoire d'une manière très rapide, même si on n'était pas prêt et même s'il y a des conséquences. Donc ça, c'est le premier point. Scaling, eh bien, c'est croître. Donc blitzscaling, c'est croître ou se développer d'une manière très rapide. Donc c'est vraiment le cœur de la philosophie. En fait, le terme blitzscaling vient de blitzkrieg. Donc voilà, c'est vraiment la démarche. Donc c'est avancer le plus rapidement possible avant que l'adversaire n'ait le temps de réagir. On appelle ça la guerre éclair. Donc c'est globalement, c'est une prise de risque très importante. Mais la prise de risque, on va le voir aussi, est peut-être moins élevée qu'au final, prendre son temps pour comment dire, envahir l'ennemi. Oui, ouais, Vincent, donc effectivement, ça n'a pas été très durable. Donc, si on fait le parallèle avec les entreprises de tech, peut-être que ce ne sera pas le cas non plus. Alors, globalement, en fait, même si cette métaphore, elle est pas forcément, elle nous amène pas forcément sur un chemin très positif, parce qu'on parle de guerre. Mais mine de rien, le blitzscaling, volontairement, ce terme montre qu'on est en situation de guerre quasiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion pour gagner du terrain. Donc ça, c'est un élément important et encore une fois, ça nous montre à quel point il y a une sorte d'agressivité au final. En fait, les entreprises traditionnelles, avant de se développer, elles vont d'abord sécuriser leur position avant de s'étendre, c'est-à-dire qu'elles vont faire des études de marketing et elles vont essayer d'ouvrir une succursale aux pays voisins et petit à petit, en sécurisant ses revenus, elle va utiliser son capital pour croître. Le blitzscaling, c'est une prise de risque très importante pour essayer d'aller très vite sur le marché et on va miser sur un développement ultra rapide. Donc, on va prioriser la vitesse par rapport à la rentabilité. Donc ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on va plutôt aller vite plutôt que de chercher au départ à être sûr que ça va être rentable. Par contre, on va aller chercher des investisseurs. C'est-à-dire des investisseurs qui vont nous aider à suivre et à se développer.
Donc, effectivement, la question du blitzscaling et du gros hacking, c'est quoi la relation? Justement, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a un point particulier qui aborde le gros hacking. Alors, en gros, la philosophie du blitzscaling, c'est que si tout est sous contrôle, globalement, ça veut dire qu'on ne va pas assez vite. En gros, le blitzscaling, c'est une démarche de développement rapide où on ne maîtrise pas tous les paramètres, et notamment la rentabilité. Par contre, il faut aller vite. Donc, c'est vraiment un point de vue particulier. Alors, dans le livre de blitzscaling, en gros, il y a quand même un constat, c'est qu'il n'y a pas de règles spécifiques par rapport à l'hypercroissance. Donc, si on regarde toutes les tech compagnies qui ont aujourd'hui émergé rapidement, il n'y a pas forcément une règle. Par contre, il y a beaucoup de facteurs propres à chaque succès. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose en commun, c'est qu'effectivement, pour chacune de ces entreprises, ça a été une organisation construite pour l'hypercroissance. Donc, globalement, le succès est lié à des facteurs propres. Par contre, il y a quelque chose qui fait qu'on est sur un domaine commun, c'est que chacune de ces entreprises est construite pour avoir une organisation qui va permettre l'hypercroissance. Vite, alors la question de David, vite, mais pourquoi faire? On va le voir justement. On va voir, mais pourquoi aller vite? Et ça va être important. Alors, l'histoire fondamentale, en fait, qu'on connaît tous de la Silicon Valley, globalement. Là, ce petit slide-là, je l'ai repris du cours de Stanford, justement, qu'a donné Reid Hoffman. Globalement, l'histoire classique de la startup qu'on connaît, c'est le garage, un fondateur plutôt tech, avec un nouveau produit, un peu de capital, et on va aller chercher le product market fit, c'est-à-dire on va aller chercher des premiers clients et des premiers clients promoteurs et utilisateurs. Donc ça, c'est la démarche qu'on connaît. Mais avec cette histoire, ce que nous évoque Reid Hoffman, c'est que au final, on ne peut pas aller très loin avec juste ce principe du product market fit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'émergence des startups, et notamment avec les investisseurs, est globale. Et aujourd'hui, en Europe, en Chine et dans tous les pays du monde, eh bien, la concurrence est très, très forte. C'est-à-dire que pour sortir du lot et pour se développer, il va falloir jouer autrement. Et donc, c'est là où on vient sur cette notion où la Silicon Valley, depuis les années 2000, ce n'est pas le product market fit et ce n'est pas la startup qui a permis ses succès, c'est plutôt le scale-up. C'est-à-dire que l'objectif, c'est tout simplement d'atteindre le marché monopole quasiment le plus vite possible. Et c'est ça qui a permis, qui, d'après cette démarche, permet l'émergence de projets, enfin de succès. Voilà, donc pour traduire, l'objectif des tech startups à la Silicon Valley n'était pas le product market fit, mais beaucoup plus loin, c'était le scale-up. C'est-à-dire, voilà, se développer le plus rapidement possible. Et donc de construire une organisation de croissance. Alors, c'est là où, justement, on comprend que cette phase, depuis l'année 2000, a été vraiment une période particulière que Reid Hoffman appelle Acceleration Age, c'est-à-dire vraiment une phase où les startups étaient dans leur but premier d'accélérer très rapidement. Alors, ce qu'il évoque aussi, et ça c'est intéressant, c'est que cette phase d'accélération, elle a émergé aussi parce que les entreprises sont rentrées dans une phase grâce à Internet, du réseau. Et en fait, grâce à l'émergence des réseaux, mais à la mondialisation aussi, eh bien, tout s'est rendu possible et a permis en fait cette accélération. Et en fait, l'accélération, l'âge d'or de l'accélération a été rendu possible grâce à cette notion de network age. Donc ça, c'est intéressant, c'est que au global, on est sur quelque chose qui est lié à la mondialisation et à Internet, tout simplement.
Alors, voilà, c'est ce qu'on voit ici, c'est que la mondialisation, Internet, les réseaux sociaux, mais aussi la culture globale, c'est-à-dire qu'entre Européens et Américains, on est de plus en plus, au final, proches culturellement, même en Asie, et au final, tout ça nous rapproche de plus en plus et permet en fait des leviers qui sont mondiaux. Alors, il y a un élément intéressant qui permet d'expliquer aussi cette notion d'hypercroissance et d'accélération. C'est qu'au final, une hypercroissance, c'est une croissance, mais beaucoup plus rapide que celle déjà forte du marché. Et donc, le blitzscaling, c'est aussi s'installer dans un marché à forte croissance et du coup aller plus vite que la croissance déjà existante. Donc, on voit à quelle mesure cet enjeu d'hypercroissance semble important pour le blitzscaling. Voilà, alors, voilà, en gros, si on essaye ça nous a permis là de nous positionner. Maintenant, si on se pose la question et on va aborder cette notion de traction et de gross hacking, notamment, hein, mais pourquoi l'hypercroissance? En fait, il y a deux constats sur le modèle actuel de croissance des entreprises. On va aller assez vite parce que vous les connaissez. C'est que le premier constat, c'est que le cycle de vie des entreprises est de plus en plus court. Alors, en 1960, les entreprises restaient 56 ans dans le top 50. Aujourd'hui, elles restent que 15 ans. C'est-à-dire le top 50, les entreprises, c'est les 500 entreprises du top 50, elles ne restent que 15 ans dans ce classement. Et après, elles disparaissent. Ça veut dire que les entreprises aujourd'hui du top 50, elles vont certainement disparaître d'ici 15 ans, enfin, en moyenne. Globalement, ce qu'explique le blitzscaling, c'est que les raisons sont contrôlables. Et en général, ces entreprises sont prisonniers de leur propre modèle. Donc, on va prendre l'exemple de Kodak, qui au final était le leader dans la photo et dans la pellicule, mais elle a été aussi le premier à inventer un appareil photo numérique, ce qui est quand même paradoxal. Mais comme elle était prisonnière de son modèle, elle ne pouvait pas innover sur le numérique parce qu'elle concurrençait son propre business, eh bien, elle n'a pas pu aller plus loin. Et donc, c'est l'une des raisons essentielles de la disparition de certaines entreprises. Et en général, quand ces entreprises réagissent, par exemple Nokia, en fait, il est trop tard. C'est-à-dire que la culture d'innovation face aux disruptions extérieures, eh bien, font que ça prend trop de temps et la notion de vitesse est importante, en fait. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Le deuxième constat, c'est que la croissance des entreprises tech aujourd'hui est très, très rapide. Donc, on va le voir, c'est que à l'an 2000, les grandes entreprises, c'était plutôt des industries, donc GE, Coca-Cola, etc. Aujourd'hui, vous le savez, donc ça, c'est pas une découverte, plus aucune ne fait partie du top 10, et donc on les connaît, c'est plutôt des tech, des entreprises tech, à part quelques-unes. Sans parler de celles qui arrivent juste derrière et qui sont en plein développement. Mais ces entreprises sont parties de quasiment zéro, elles sont parties du statut de start-up à des géants mondiaux. Alors, les raisons, on pourrait, comme on l'a dit, hein, elles sont simples. C'est grâce à Internet, à la dématérialisation, mais aussi, elles n'ont pas besoin de capacité d'exploitation, c'est-à-dire elles n'ont pas d'usine, elles n'ont pas d'entrepôt à gérer. Il y a juste du management et du coup, ça permet d'aller très vite. Néanmoins, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que même ces facteurs favorisants, hein, Internet, etc., n'expliquent pas ces croissances extrêmes. Donc, c'est ce que veut dire le blitzscaling, c'est-à-dire que ce n'est pas juste grâce à ces éléments-là que ces entreprises se sont déployées. Prenons par exemple Google. Entre 2004 et 2005, cette entreprise, elle est passée de 1400 salariés à 5000 salariés. Donc, elle a quadruplé en un an. Apparemment, c'est très, très rare. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a 1400 salariés et qui quadruple en un an, c'est exceptionnel. C'est quasiment jamais arrivé. En fait, là, il y a il y a une vraie stratégie de croissance
qui est pas arrivé d'une manière facile et ça n'a pas été fait d'une manière très simple. Au final, en fait, ces entreprises sont surtout des entreprises où les entrepreneurs vont parier sur cette croissance et vont en fait organiser une stratégie de croissance. Voilà. Là, il y a un élément très important là, sur ce slide, c'est que au final, on a souvent l'impression que les succès sont liés aux produits et que grâce aux bons produits, eh bien, le succès est venu tout seul. C'est-à-dire que les entreprises se sont au final adaptées à ce propre succès en grossissant. Et en fait, le constat, et on va le voir avec l'exemple d'Airbnb, est l'inverse. C'est-à-dire que on a beau avoir un bon produit, c'est pas ça qui va en faire un succès. Globalement, ce sont les entreprises qui, grâce à un bon produit, certes, mais se sont structurées pour avoir une croissance très forte et un développement très fort. Et donc, ça a été volontaire. Et d'ailleurs, beaucoup de ces entreprises n'ont pas réussi au départ. Voilà. Donc, en fait, pourquoi l'hypercroissance? Eh bien, on en est à un modèle où, globalement, c'est nécessaire de par la concurrence, mais aussi c'est nécessaire parce que ça permet d'aller plus vite et au final, ça permet d'atteindre un succès fort. Sinon, c'est un autre qui va le prendre. On reviendra peut-être un peu plus sur ce sujet. On va prendre l'exemple d'Airbnb et vous allez très bien comprendre. En fait, Airbnb, en 2011, ils ont ouvert 9 bureaux internationaux en un an. C'est-à-dire 9 pays. Ils ont ouvert 9 pays en un an. Donc, il y a une vraie volonté de se développer très vite. 2011, on va le voir que ça a été un point stratégique pour Airbnb. En fait, Airbnb a mis vraiment en priorité une organisation pour développer une traction forte. À l'époque, le marché du partage d'appartements et de maisons existait déjà. Et quand Airbnb a démarré, ça ne marchait pas bien. Et il y a eu une question de survie, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, le nombre d'utilisateurs stagnait. Et en fait, de se positionner justement sur des points précis a permis un développement fort. Donc voilà la courbe d'Airbnb. Et donc, comme vous pouvez le voir, au départ, il n'y a pas grand-chose. Et ensuite, ici, il y a une première courbe qui progresse, mais ensuite, ça redescend. Et ça remonte, et ça remonte très rapidement, et ça redescend, et ça remonte. Voilà. Et du coup, je vous donne ici les éléments. Mais qu'a fait Airbnb par rapport à ces différentes phases de croissance? Au tout départ, elle a fait, parce qu'elle avait quand même des investisseurs, elle a fait de la publicité d'une manière basique. Donc, en gros, publicité sur Internet. Mais ce n'est pas ça qui a permis globalement la croissance forte. À partir de 2010, et ça a été le premier bond, elle a mis en place, effectivement, en mode gros hacking. Donc, c'est là où on fait le lien avec le gros hacking. En fait, à chaque fois qu'on publiait une annonce sur Airbnb, Airbnb automatiquement publiait un post sur Craigslist, c'est-à-dire l'équivalent du Bon Coin. C'est-à-dire que l'annonce se retrouvait automatiquement sur le Bon Coin américain. Eh bien, ça a été une première phase d'hyper-croissance. Et en fait, en quelques mois, effectivement, Airbnb a multiplié en fait son nombre d'utilisateurs. Par contre, bien sûr, Craigslist a bloqué l'accès à Airbnb et donc ils se sont retrouvés, encore une fois, sans moteur, sans traction. Et donc, ils ont redescendu et donc il fallait innover sur des manières d'aller chercher des nouveaux clients. S'ils ne faisaient pas ça, eh bien, ça a continué à baisser. C'est-à-dire que même si le produit était déjà là, déjà existant, eh bien, il y avait toutes les chances que Airbnb disparaisse au final. Mais en étant innovants sur la manière d'acquérir des nouveaux utilisateurs, ils ont trouvé un nouveau point intéressant, c'est que à chaque nouvelle inscription d'appartement ou de maison, Airbnb offrait en fait des photos professionnelles, donc un photographe qui prenait en photo. Et là, ça a été un boom considérable et la croissance a été vraiment réelle. Ensuite, ils ont arrêté ce point-là parce que ça leur coûtait trop cher, donc ça a rebaissé et ils ont mis en place le parrainage à 50 €.
Tout ça vous montre que globalement, Airbnb a exercé, en fait, a fait preuve de nombreuses idées pour aller chercher constamment des innovations, notamment dans le gros hacking. Et globalement, si on regarde toutes les entreprises à succès, notamment LinkedIn, Hotmail, qui est historiquement l'un des premières à utiliser ce genre de démarche, elles ont toutes utilisé des démarches qui visaient à acquérir le plus d'utilisateurs possible. Voilà, donc ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que la croissance ne vient pas seule, il faut constamment aller chercher ces éléments. Il y a un point intéressant ici, et on va du coup en parler précisément, c'est que globalement, Airbnb n'était pas du tout rentable, notamment dans cette phase où il payait un photographe. Donc en fait, à chaque nouveau client, Airbnb perdait de l'argent. Et ça, on va voir que c'est un modèle qui va aussi être le cœur du blitzscaling. Alors, voilà, je passe au slide numéro 2 parce que je suis limité à un certain nombre dans Canvas. OK, donc si on résume en fait cette notion d'hypercroissance, la première chose, c'est effectivement une recherche agressive de traction, c'est-à-dire une recherche agressive de nouveaux utilisateurs. Et en fait, ça devient l'élément numéro 1 des entreprises du blitzscaling. Avant la rentabilité. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il faut obtenir coûte que coûte une part de marché importante. Et une fois qu'on a cette part de marché importante, on va développer le business model pour qu'il soit profitable. Mais au départ, comme Airbnb, le business model n'était pas profitable. Alors, attention, ne pas confondre marge et business model. Parce qu'au final, la marge, on va le voir, c'est que le blitzscaling demande à ce que la marge soit d'une manière spécifique. On va le voir, je vais poser la question. Mais globalement, le business model, c'est autre chose. Le business model, c'est l'équilibre global, c'est-à-dire la rentabilité. Donc, Vincent, je répondrai à la question tout à l'heure. Donc, en fait, la priorité du blitzscaling, c'est la croissance et ensuite le rendement. Donc, on le sait, hein, il y a des exemples typiques, hein, on va les aborder, où aujourd'hui, beaucoup de startups ne sont pas rentables. Il y en a même où ça pose problème. On va le voir aussi. Et d'ailleurs, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ces cas? Alors, quand on parle de traction et de traction agressive, c'est-à-dire que ces entreprises mettent en place tous les moyens organiques ou virales pour aller chercher en fait des nouveaux clients. Donc, on l'a vu par Airbnb. Mais il y a une chose intéressante, c'est qu'il y a aussi il n'y a pas forcément le fait de payer ou d'aller chercher des photographes, hein, mais un exemple typique de la traction organique, c'est par exemple eBay. Eh bien, on est obligé de créer un compte lorsqu'il y a un acheteur et un vendeur. Eh bien, le vendeur, quand il vend son produit, l'acheteur, lorsqu'il va faire sa transaction, il est obligé de créer un compte. Et donc, ça multiplie par 2, en fait, le réseau à chaque transaction. Enfin, ça multiplie par 2. C'est-à-dire qu'il y a un facteur multipliant. Ça paraît anodin, mais au final, ça permet à chaque transaction, ça permet au réseau de se développer. On l'a parlé, il y a par exemple PayPal qui a mis en place des récompenses. Et grâce à ces récompenses, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y avait un nouveau compte PayPal de créer, celui qui l'avait invité, eh bien, l'acheteur et le vendeur recevaient 10 €, ce qui est énorme en fait pour chaque transaction. Durant cette phase, PayPal faisait une croissance de 7 à 10% par jour. Pardon, par contre, elle perdait de l'argent. Donc, on va le voir aussi à ce niveau-là. Donc, David, l'hypothèse qu'ils font, c'est que j'ai des utilisateurs, ils vont rester et je vais gagner de l'argent ensuite. Alors, effectivement, en fait, le pari de ce modèle, mais c'est un pari risqué, c'est qu'on a des utilisateurs qui, au final, sur l'ensemble de mon business model, ce n'est pas rentable. Par contre, à un moment donné, on va créer des nouveaux business models qui vont permettre d'être rentables. Et donc, c'est un pari
judicieux, mais très risqué. C'est vrai que tous ces facteurs, en fait, quand on parle de traction, elle est facilitée aujourd'hui par Internet et par les places de marché, c'est-à-dire les App Store, par Instagram, hein, qui touche des millions d'utilisateurs, par Twitter notamment, Facebook. Au final, ces leviers de traction sont devenus considérables. C'est-à-dire qu'on peut toucher, je crois que c'est... en fait, on peut toucher très vite beaucoup de monde. Alors, quelques exemples de traction alors que la rentabilité n'est pas forcément mise en priorité. Par exemple, Uber a donné une très forte rémunération aux drivers, aux conducteurs, dès le départ. Alors, et globalement, ce n'était pas rentable. Amazon, et notamment Amazon Prime, n'est pas rentable, sauf sur certains produits, mais d'une manière globale, encore aujourd'hui, on ne le sait pas trop, mais encore aujourd'hui, ce n'est pas rentable pour Amazon. Par contre, ils envahissent le marché, ils deviennent le monopole sur ce sujet. Et ça permet aussi de créer des infrastructures, on va le voir aussi. Airbnb, pendant la période photographe, chaque nouveau client, eh bien, ça leur coûtait un peu plus. Donc ça, c'est vraiment un élément majeur. Alors, cette traction, elle nous emmène à cette philosophie forte, hein, qu'on a déjà évoquée, hein, mais c'est ce qu'appelle le blitzscaling. Ils appellent ça le winner's take all, c'est-à-dire, en gros, les gagnants prennent tout. Enfin, le premier ou le deuxième prend tout. Et tout simplement parce qu'on est sur des effets de réseau, et ces effets de réseau demandent à ce qu'on soit dans une situation de monopole. L'exemple qu'on pourrait prendre ici en France, c'est entre LinkedIn et Viadeo. Je ne dis pas que Viadeo a disparu, mais globalement, c'est compliqué d'avoir deux comptes différents pour chaque individu. Soit on va prioriser LinkedIn ou Viadeo. C'est un peu ce que je veux montrer ici, cette notion où qu'un seul acteur qui a toute la valeur du marché et sera le leader et le plus important. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que cet effet de monopole eh bien, va permettre par la suite d'avoir cet effet de barrière où pour prendre la place d'une personne qui est présente, eh bien, c'est très compliqué. Donc, on le voit par exemple avec LinkedIn et Facebook Workplace que personne ne connaît, mais qui visent à concurrencer LinkedIn, eh bien, c'est très compliqué. Et puis, on a plein d'autres exemples sur ce sujet-là. Aujourd'hui, Airbnb a 3 millions d'utilisateurs, 65 000 villes, c'est très compliqué à détrôner. Même si elle n'est pas rentable, il y a quelque chose qui permet d'avoir un monopole. Voilà, donc le blitzscaling, globalement, c'est une saturation du marché et c'est la recherche du monopole d'une manière globale. Alors, oui, David, donc sur ta remarque, ça demande beaucoup de cash, donc beaucoup de confiance de la part des financeurs. Donc ça, on va l'évoquer et on va essayer de voir, mais pourquoi les investisseurs prennent autant de risques. Juste avant ça, il y a quand même une petite précision sur l'effet de réseau. Ça, c'est intéressant, c'est que ces tech compagnies, globalement, hein, elles misent tous sur l'effet de réseau. C'est-à-dire que la valeur d'un produit ou d'un service augmente avec le nombre d'utilisateurs. Ce n'est pas forcément le cas au tout départ, mais en tout cas, ces entreprises du blitzscaling font en sorte que la valeur du produit augmente avec le nombre d'utilisateurs. On comprend avec LinkedIn, c'est normal, plus il y a d'utilisateurs, plus on va être intéressé de participer à LinkedIn et à s'inscrire. C'est pareil pour Airbnb. Et globalement, toutes les entreprises du blitzscaling cherchent cet effet réseau. Même s'il n'est pas présent au départ, il y a une volonté d'aller chercher cette notion de valeur liée au nombre d'utilisateurs. Et c'est ça qui va permettre d'associer cette croissance avec une traction encore plus forte. C'est-à-dire que plus l'effet réseau, enfin la compagnie a d'utilisateurs, plus l'attraction va être forte. Et donc, on est dans une genre de boucle où c'est une boucle très vertueuse, en tout cas pour l'entreprise.
Voilà, donc aujourd'hui, il y a vraiment cette notion d'hyper-réseau et de network age. Et en fait, effectivement, ces entreprises ont la nécessité de maîtriser ces réseaux, hein, avec le gros hacking et l'automatisation notamment, pour aller chercher ces utilisateurs. Voilà, donc là, on comprend un peu mieux vraiment la philosophie et l'objectif des entreprises de blitzscaling. Alors, on peut se poser une question, mais est-ce qu'on n'est que sur des startups tech? Et pourquoi, si par exemple ma compagnie, c'est une compagnie aérienne, hein, on va prendre au hasard, ou bien je suis le leader de la tomate aux États-Unis, eh bien, est-ce que je peux associer mon développement avec un développement blitzscaling? En fait, la réponse du blitzscaling à ce sujet, c'est que globalement, ils répondent avec cette phrase, hein, Software is eating the world, c'est-à-dire que globalement, la chose intéressante, c'est que de plus en plus, le digital, hein, qu'on appelle plus classiquement, eh bien, est partout. Et donc, même dans les entreprises non tech. Donc, si on est une compagnie aérienne, eh bien, le digital va avoir un facteur important pour les services et l'expérience utilisateur, et même améliorer certaines performances sur les vols. Et donc, oui, donc le digital et donc oui, le service, le blitzscaling peut s'accrocher et s'adapter aux entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises tech. Tout simplement parce qu'elles peuvent elles-mêmes innover sur ces sujets. D'ailleurs, il y en a certaines qui le font très bien. On va le voir. Le livre de blitzscaling fait cette métaphore, on va y passer assez rapidement, mais globalement, elle fait une métaphore que tout ce qui est le monde physique, c'est-à-dire les entreprises qui ont des usines et qui... pas de problème, Michel, je enverrai la vidéo. La métaphore entre le monde physique et euh, le monde physique, ils appellent ça des atomes. Et le monde numérique, en fait, le livre appelle ça des bits globalement. Et donc, ce que le blitzscaling explique, c'est qu'effectivement, le blitzscaling va surtout s'adapter aux entreprises bits. Voilà. Néanmoins, les deux sont de plus en plus liés. Donc, exactement pour la raison que je vous ai évoquée. Alors, en fait, le fait qu'on a une réduction des frontières, une réduction des intermédiaires dans le monde numérique, nous permet aussi d'avoir des produits dont la duplication et la distribution a un coût marginal, parce que c'est digital. Donc ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. En fait, les entreprises bits ne fonctionnent pas sans les entreprises atoms. On va prendre un exemple. Doctolib, qui est une start-up du numérique, eh bien, ça s'appuie notamment sur sur des demandes patients et des disponibilités de médecins. Et Doctolib permet la prise de rendez-vous. Sans ce monde réel, entre guillemets, eh bien, Doctolib n'a aucun sens. Et c'est là où il faut arrêter la frontière. En fait, il y a trop de stéréotypes entre les startups et les entreprises, on va dire, physiques. C'est que chacune peut innover et chacune a besoin de l'un de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, il y en a certaines qui sont à la fois Atom et Bits. Par exemple, Apple ou Tesla font du matériel, mais aussi du soft. Et elles ont une croissance, en fait, liée vraiment en mode bits, quoi. Voilà, donc on va passer un petit peu plus rapidement là-dessus. Voilà, donc globalement, on a, pour répondre à cette question de est-ce que le blitzscaling s'adapte aussi à des entreprises traditionnelles, la réponse est oui, dans le sens où le digital est partout. Alors, il y a un point important. Là, on arrive au cœur, en fait, de la démarche.
c'est que le blitzscaling, on va dominer le marché par la vitesse. Comment elle le fait? Alors voilà, on va aborder très rapidement. Ici, on a les 5 phases, on ne va pas les aborder, mais je vous recommande d'aller voir ça dans l'ouvrage. Et ces 5 phases, en fait, nous expliquent globalement que pour passer d'une phase à l'autre, il faut réinventer le business model. Et c'est ça le problème. Et donc, ce que dit le blitzscaling, donc là, je vais passer ici, voilà. En fait, ce que dit le blitzscaling, c'est que ça ne sert à rien d'identifier un business model viable dès le départ, parce que quand on passe d'une phase à l'autre, c'est-à-dire on passe de 10 000 clients à 100 000 ou 10 000 utilisateurs à 100 000, eh bien, il faut réinventer le business model. À chaque fois, il faut le réinventer. Ce que dit le blitzscaling, c'est que le business model, sa viabilité, on le met de côté. Par contre, on va essayer de croître le plus rapidement possible. Et ensuite, on va aller chercher le business model. Voilà, donc ça, c'est un élément très important qui permet de comprendre pourquoi ce business model n'est pas la priorité. Il y a une chose importante aussi qu'il faut savoir, c'est que le blitzscaling démarre souvent avec un marché déjà existant. Donc, par exemple, on l'a vu à Airbnb, le partage d'appartements ou de maisons existait déjà. En fait, si les entreprises arrivent trop tôt pour scaler rapidement, eh bien, on est dans une phase d'acculturation. Et en fait, pour le blitzscaling, c'est un mauvais timing. Donc, globalement, au final, les entreprises qui ont pu se développer rapidement, c'est que les produits étaient déjà quelque chose de connu. Enfin, la problématique et les solutions étaient globalement déjà connues par le marché. Donc ça, c'est un élément très important. Voilà, donc le blitzscaling se développe. Alors, je vais passer un peu plus vite là-dessus parce que je suis un petit peu en retard. Voilà, je vais passer ici et je vais arriver directement ici. Globalement, pour que l'entreprise se développe, effectivement, le point crucial par rapport au blitzscaling, c'est qu'elle va avoir besoin de levées de fonds importants. On l'a vu, Airbnb n'était pas profitable dès le départ. Donc, ça veut dire qu'elle va devoir traverser, entre guillemets, la vallée de la mort, hein. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de business model rentable. Néanmoins, elle doit aller chercher des subventions fortes. Et c'est ça qui est problématique. Alors, il y a quelque chose qui est malgré tout très important dans le modèle, c'est que même si la rentabilité n'est pas présente, il y a quand même un point important qui doit être majeur dans le blitzscaling, c'est la marge. Alors, on va y venir. Voilà. En fait, il faut 2 choses. Il faut que le marché soit important et une marge très élevée. En fait, si la marge n'est pas élevée, eh bien, ça va poser problème. Alors, je vais vous expliquer. Globalement, si on prend les entreprises, on va dire, traditionnelles, par exemple, les industries comme GE, General Electric, la marge moyenne globale de l'entreprise est de 27%. Aujourd'hui, Google, ils sont à 61% et Facebook à 87%. Donc, ça veut dire que GE doit faire 2 fois plus de ventes que Google pour faire la même marge. Et c'est ça qui est intéressant. Donc Vincent, l'aérien, c'est 3%. Et en fait, c'est là où on voit que grâce à ces marges très élevées, en fait, ça permet aux investisseurs de parier sur un futur succès parce que les marges sont très élevées. Globalement, oui, ça coûte beaucoup d'investissement au départ, mais comme la marge est élevée, eh bien, la marge cible, hein, globalement, ce sera très rentable. Donc, à un moment donné, Airbnb n'aura plus besoin de payer un photographe, ou bien Uber pourra trouver d'autres business models à son offre, ou bien pourra tout simplement vendre ses produits plus chers, ou bien, voilà.
Et globalement, la marge permettra de récupérer cet investissement. Et c'est là la prise de risque est considérable. C'est-à-dire que le business dans sa globalité n'est pas rentable, mais la marge est élevée. Ça permet de dire qu'au futur, eh bien, on aura quelque chose de très important. En fait, ça, c'est un point important dans le sens où toutes les entreprises blitzscaling vont devoir aller miser sur une marge importante, donc ça veut dire des coûts très réduits et un tarif élevé. Voilà. Le LinkedIn, c'est gratuit pour les utilisateurs, mais par contre, pour les entreprises, LinkedIn se fait l'argent surtout sur les entreprises avec les comptes LinkedIn. Et globalement, un prix élevé avec des coûts très bas, quasiment marginaux, hein, ça permet effectivement des marges importantes. Voilà, donc ça, c'est un point important et tout simplement, ces leviers sont possibles grâce au numérique. Il n'y a pas besoin d'entrepôt et dupliquer un produit ne coûte rien. Donc ça, c'est très intéressant. Cette marge élevée, en fait, elle permet vraiment un levier de croissance fort et elle attire des investisseurs. C'est vraiment la clé du modèle. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que les entreprises du blitzscaling ne vont pas redistribuer leurs bénéfices parce qu'elles n'en ont pas. Par contre, cette marge génère beaucoup de cash, de chiffre d'affaires, et ce cash va être réinvesti systématiquement, en fait, dans un investissement. Par exemple, en 2016, Amazon avait un cash flow, hein, pas forcément, il y a des investisseurs, hein, il y a donc des dettes derrière, mais par contre un cash flow de 16 milliards, eh bien ce cash flow a été réinvesti en investissement pour continuer sa croissance. De 10 milliards, c'est juste énorme. Donc globalement, le cash flow toute cette marge va permettre d'alimenter en fait une croissance en termes d'investissement. Donc là, ça passe par des robots d'Amazon, mais ça peut être aussi sur aller chercher des nouveaux clients. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui sont utilisés pour aller chercher des nouveaux clients. Alors, rapidement, parce que c'est vrai qu'il nous reste, là, il est 12h30, donc pour ceux qui peuvent rester encore un petit peu, je pense une dizaine de minutes, il y a un élément important, c'est qu'au final, on rentre dans des croissances vertueuses pour l'entreprise. On va reprendre l'exemple d'Airbnb. C'est que cette marge importante, elle est aussi liée à un effet de boucle, notamment pour Airbnb, quand vous louez votre appartement ou votre maison, eh bien, il y a un impact positif qui est les revenus. Et grâce à ces revenus, vous allez acheter un nouvel appartement. C'est un peu le problème d'Airbnb, hein, on est d'accord. Vous allez faire un achat immobilier que vous allez louer et donc vous allez encore plus consommer le produit Airbnb. Et en fait, on a une loupe qui peut se dégager. Airbnb, c'est un exemple, mais le plus bel exemple, c'est Google Ads, où au final, quand on fait de la publicité, eh bien, ça veut dire qu'on accroît ses revenus. Donc, le client va avoir plus de chiffre d'affaires et donc va investir encore plus dans Google Ads. Et donc, cet effet de boucle nous permet en fait d'avoir aussi des clients qui vont grossir eux-mêmes et donc qui vont avoir des effets de levier assez forts. Et donc, les entreprises du blitzscaling vont essayer d'aller créer cette boucle. Comment on peut gagner plus, comment on peut davantage vendre notre propre produit pour les clients qui grossissent. Et donc ça, c'est un élément où le blitzscaling doit favoriser aussi la croissance de ses propres clients. Voilà, donc ça, c'est un point important. Oui, Dominique, cher Laurent, le scale qui ne coûte dans la croissance ne marche pas avec les tomates. Bon, on pourra en rediscuter. Alors, forte adaptation. Ça, c'est un point clé, l'un des points majeurs du blitzscaling, et ça, on le sait. C'est-à-dire que le succès des produits est en partie lié à l'agilité, mais et globalement à une adaptation forte de ces entreprises vis-à-vis de leurs clients.
Et donc, la tech, et notamment cette culture tech, a permis aussi au blitzscaling de scaler rapidement. Donc, par exemple, PayPal, au départ, c'était un service de crypto-monnaie. Et en fait, le cœur du développement est aussi dans la satisfaction extrême des utilisateurs. Et l'utilisateur devient promoteur. C'est-à-dire que, comme il est promoteur, il va lui-même amener des nouveaux clients. Donc ça, c'est un effet de levier. Voilà, pour résumer, voilà ce qu'on a vu, c'est qu'il y a les facteurs de croissance, c'est une traction agressive, une taille de marché importante, une marge élevée, un effet de réseau et une forte adaptation. Voilà en fait les éléments clés du blitzscaling en termes de facteurs de croissance. Alors là, on les a survolés. Très intéressant d'aller voir en détail tous ces éléments qui sont décrits précisément dans le livre. Alors, juste pour conclure avant la fin, on va mettre le blitzscaling en face du bootstrapping. Alors, en fait, juste, je vais vous expliquer ce qu'est le bootstrapping, mais globalement, il y a bien deux philosophies d'entrepreneuriat qui sont opposées. Le blitzscaling et le bootstrapping ont tout pour s'opposer. Alors, qu'est-ce que le bootstrapping? En fait, le bootstrapping vient de la culture de l'entrepreneuriat indépendant. C'est-à-dire que tout le monde, ça vient de Lean Startup et globalement de la culture entrepreneuriale où tout le monde peut globalement entreprendre. Et il n'est pas nécessaire d'avoir un gros budget pour se développer. Et il y a même ce livre, le $100 Business Startup, qui montre que beaucoup de succès ont démarré avec seulement $100 de budget. Donc, le bootstrapping nous montre qu'il y a un principe de développement où il n'y a pas besoin de lever de fonds. Au contraire, il ne faut pas aller chercher de fonds parce que ça nous permet d'être indépendants. Et donc, dans cette démarche, il faut générer immédiatement du revenu, donc un business model rentable. Donc là, il faut avoir vraiment du bénéfice pour soi-même financer le développement. Et donc, ça va se faire petit à petit. Donc, on comprend bien que le bootstrapping, c'est une démarche à petits pas, à lean, on va dire, qui petit à petit va permettre de grossir. Alors, il faut encore une fois des marges importantes pour le bootstrapping, mais ça va permettre un auto-investissement. À gauche, il y a le blitzscaling, à droite, il y a le bootstrapping. Voilà un peu les oppositions. Le blitzscaling va brûler des fonds rapidement pour aller le plus vite possible, alors que le bootstrapping, on va développer un mode lean organiquement, c'est-à-dire par soi-même et par petits pas. Le blitzscaling, on va avoir une traction agressive et très rapide, alors que le bootstrapping, on va avoir une construction raisonnée en validant petit à petit les hypothèses de business. Voilà, donc c'est vraiment différent. À gauche, on va avoir des rôles bien précis pour le growth management, c'est-à-dire vraiment avoir des spécialistes de growth management et de growth hacking, alors qu'à droite, on va avoir une posture d'indépendant et même artisanale en termes business pour créer petit à petit un business qui colle bien aux besoins et au marché. Voilà. À gauche, on a une recherche de monopole, alors qu'à droite, le bootstrapping, on va s'insérer dans un écosystème. Pour le blitzscaling, le plus coûteux, c'est la lenteur, c'est-à-dire que le risque énorme, c'est d'avoir une entreprise, une économie qui se développe trop lentement. C'est le risque le plus important et le plus coûteux pour le blitzscaling. À droite, le risque le plus important et le plus coûteux, c'est un mauvais produit et un mauvais business model. Parce que là, tout s'effondre. Voilà, globalement, merci Thomas, en tout cas, désolé d'être en retard. Voilà, globalement, le blitzscaling et le bootstrapping sont deux modèles différents. Ça ne veut pas dire que l'un favorise le succès, le blitzscaling, et l'autre non. Il y a des entreprises qui ont appliqué le bootstrapping, par exemple Mailchimp, qui a 12 millions de clients, 490 millions de chiffre d'affaires,
qui est vraiment issu du bootstrapping. Alors, la question de Caroline, comment savoir quoi choisir entre le blitzscaling contre le bootstrapping? En fait, c'est vrai que le bootstrapping, ça va être une démarche où on va pouvoir démarrer d'une manière totalement autonome et on va aller chercher vraiment un business model. Et donc, on ne va pas aller chercher des financements. Et donc, c'est la raison, le choix entre les deux va surtout être basé là-dessus. Alors que le blitzscaling, toute la démarche va être d'aller chercher des levées de fonds pour croître et aller chercher le monopole. Globalement, il y a aussi un choix entre est-ce que je veux le monopole ou bien est-ce que je veux me développer par petites étapes, et enfin successivement. Il y a plusieurs articles qui expliquent un peu l'un et l'autre. Alors, pour conclure, oui, c'est arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle, Caroline. En fait, il n'y a pas de règle entre le blitzscaling et le bootstrapping. Globalement, la philosophie est tellement opposée que c'est aussi une culture de développement entre l'un et l'autre. En tout cas, la Silicon Valley, la culture, elle est plutôt sur le blitzscaling. Même si il y a bien sûr des entreprises de bootstrapping. Pour la question de Romain, mais quand on lève les fonds, au fur et à mesure des tours, on perd un peu notre boîte. Oui, alors il y a des montages qui permettent de ne pas forcément perdre la boîte, mais effectivement, il y a une diminution de notre part de capital en tant qu'entrepreneur. Mais je crois qu'il y a des petites choses qui permettent d'éviter ça. Voilà, Dominique, effectivement, la valorisation va se faire aussi, par exemple, si la boîte a obtenu 100 000 utilisateurs, il y a une nouvelle valorisation qui est faite par un commissaire aux comptes, et donc ça va permettre automatiquement d'avoir une plus forte valeur. Alors, sur la question vraiment, sur la réflexion du blitzscaling, en fait, je voudrais juste revenir sur la question. Donc, blitzscaling, bon ou mauvais? Aujourd'hui, les acteurs qu'on connaît tous, hein, Netflix, Tesla, Uber, Apple, Facebook, nous sommes tous utilisateurs de ces services. Il y en a qui font des choix et qui décident de ne pas utiliser certains. Mais le problème, en fait, le problème majeur que se pose, c'est sur la situation de quasi-monopole. Et aujourd'hui, on a des problèmes de fiscalité liés à ça. Donc ça, c'est un élément majeur. Il y a un autre point important, c'est que effectivement, ça peut détruire des acteurs en place, soit d'entreprises traditionnelles ou soit des acteurs plus petits. Et donc, il y a cette notion de destruction de l'écosystème. C'est vrai que chaque entreprise va aussi avoir une posture différente, qui va être plus ou moins agressive sur certains sujets. Mais il y a quand même un gros problème de fiscalité, il y a un gros problème lié au social, parce que ça peut créer des suppressions d'emplois. Il y a aussi cette philosophie où on peut imaginer le blitzscaling. D'ailleurs, ils en parlent dans le bouquin, ils essayent de le mettre en avant. Pourquoi pas aussi un développement dans la tech good globalement. Imaginez que Blablacar se développe en blitzscaling, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y aura moins de CO2 parce que moins de transport. Et, imaginons aussi, alors c'est mon exemple personnel, mais Simplon qui se développerait d'une manière à forte croissance, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque Simplon a vraiment un objectif inclusif. Globalement, il faut essayer de faire la part des choses. Donc, il y a la démarche, mais il y a aussi les disruptions qui sont amenées aujourd'hui ne sont pas si évidentes à comprendre. Alors, il y a la question aussi de l'hypercroissance et de la décroissance. On pourrait aussi se positionner, aujourd'hui, arrêtons d'aller chercher une hypercroissance et essayons plutôt de réduire notre impact. C'est pas si évident. Donc là, il faut essayer de voir comment on peut raisonner.
On peut aussi se dire que la décroissance passe par du développement local, c'est-à-dire des activités, des entreprises qui sont plus proches de nous avec nos problématiques locales. Mais globalement, ce que dit le blitzscaling, c'est qu'on aura toujours besoin des deux. On aura toujours besoin de cet effet de réseau, mais on aura de plus en plus besoin aussi du local. Et cet effet de réseau, il ne peut être présent que si on a une croissance, on va dire, forte. Donc là, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions et beaucoup de problématiques. Alors, ça aurait été super intéressant d'en discuter tous ensemble, mais globalement, il y a des très bons articles et je vous conseille celui-là, je vous le mettrai dans le lien. Hein. C'est un article de Tim O'Reilly qui pose les problèmes du blitzscaling. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des excellents conseils dans le blitzscaling, mais il y a quand même cette notion d'investissement probablement jamais rentable qui pose des problèmes sociaux. Et donc, l'entreprise devient un instrument financier. Donc ça, il y a un élément intéressant sur ce sujet. Donc, je vous invite à aller voir un peu la culture et les discussions qu'il y a sur ce sujet. Donc, vous tapez blitzscaling et puis bootstrapping, vous allez trouver beaucoup de choses. Voilà, le webinaire est terminé avec un quart d'heure de retard, donc je suis vraiment désolé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir quelques petites choses, même si il y a certains sujets que je n'ai pas pu aborder, mais c'est des sujets secondaires. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents. Merci pour vos retours. Donc ça, c'est superbe de me donner ces retours. Je vais effectivement vous mettre à dispo la vidéo que vous pourrez partager et les slides si jamais vous avez besoin de retrouver ce sujet d'une manière un peu plus reposée. Je suis aussi disponible pour en discuter dans vos entreprises, pas en workshop, hein, c'est plutôt pourquoi pas en discuter. Il y a tellement de questions qui se posent derrière ces démarches de développement que ça peut être intéressant d'en discuter. Donc, avec grand plaisir. Merci Gilles. Pareillement, c'était un plaisir de voir que tu étais présent. Il faudra qu'on se voit bientôt. Voilà, merci à vous tous. Avec grand plaisir d'avoir partagé ce sujet, préparé un petit peu en quelques heures. Donc, en tout cas, à très bientôt. On reste en tout cas en lien. Si jamais je vous proposerai un deuxième webinaire avec grand plaisir. En tout cas, très bonne journée à vous tous et bon appétit. Merci.